Muito bem, continuamos então com a mesa redonda sobre educação de adultos, com o professor Jean-Marie Barbier, do Conservatório Nacional de Artes, e a professora Françoise Lahaut, da Université de Reims, Champagne-Ardenne. A moderação está a cargo do professor Hervé Breton, da Universidade de Tours. Eh bien, merci, Madame Marquez. Je vais parler en français parce que ça sera préférable pour tout le monde. Je remercie, je suis très honoré de pouvoir coordonner cette table ronde avec les professeurs Françoise Lahaut et Jean-Marie Barbier. Je remercie ma collègue Madame Carmen Cavaco pour l'accompagnement tout au long de ce très beau colloque de la FIRS. Et mon rôle va être d'une part de présenter les deux conférenciers, puis ensuite d'être en veille sur les questions qui vont advenir tout au long de la table ronde et de les relayer à la suite des deux interventions. Donc, la table ronde va commencer avec Madame Françoise Lahaut, qui est socio-historienne et professeure à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, membre du Centre de recherche interuniversitaire Expérience, ressources culturelles, éducation, entre parenthèses, Experis, et membre associé du Centre de recherche sur les liens sociaux, le CERLIS. Ses recherches portent sur l'histoire de l'éducation et de la formation des adultes, hommes et femmes, notamment à partir d'archives visuelles. Elle est présidente de l'association Groupe d'études Histoire de la formation des adultes, le GEFA, et co-animatrice d'un réseau européen, History of Adult Education and Training in Europe. Je fais la présentation de Jean-Marie Barbier et ensuite je vous proposerai de prendre la parole, Madame Lahaut. Jean-Marie Barbier, docteur honoris causa de l'Université de Louvain. Bonjour Jean-Marie. Jean-Marie Barbier est professeur émérite des universités au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM de Paris. Il est spécialiste de formation des adultes et d'analyse des activités professionnelles. Il privilégie l'entrée activité en recherche, en formation et dans l'action professionnelle. Il est actuellement responsable avec Augustin Mutual de la chaire UNESCO ICP, formation professionnelle, construction personnelle, transformation sociale, animée par Martine Dutoit. Merci beaucoup. Je suis de nouveau très heureux d'être avec vous. Et Madame Lahaut, Françoise, si vous êtes d'accord, à vous la parole. Eh bien, merci beaucoup Hervé. Et puis je vais d'abord aussi remercier Carmen Cavaco pour l'invitation à cette table ronde et l'ensemble de l'équipe pour l'organisation de ce colloque. Alors, je vais parler d'abord de la recherche sur l'éducation des adultes, puis des enjeux de cette éducation et enfin de quelques défis d'aujourd'hui. Mon approche de l'éducation des adultes est socio-historique, ce qui signifie que les discours, les mots ont toute leur importance, peut-être plus que les pratiques réelles qui, de fait, ne sont plus directement observables dès lors qu'elles ont cessé d'exister. Mais les pratiques ne sont pas complètement inaccessibles. Il en subsiste des traces dans des images, dans des manuels, dans des programmes, dans des descriptions de remises de prix, etc. Alors, prendre au mot l'éducation des adultes suppose une attention constante au fait qu'un mot est nécessairement situé dans le temps. Ce qui peut nous apparaître aujourd'hui comme des quasi-synonymes ont pu être antinomiques ou avoir fait l'objet de controverses mouvementées. Je pense par exemple au débat entre les tenants de l'instruction et ceux de l'éducation qui ont été vifs à une certaine époque. Alors, je ne reviens pas non plus sur l'extrême élasticité de la notion d'adulte à travers le temps. Elle demande à être précisée à chaque utilisation, selon chaque contexte, et je renvoie ici à la conférence d'ouverture de ce colloque qui a parlé de cela justement. Alors, il découle de tout cela un certain inconfort communicationnel. De plus en plus souvent, j'utilise moi l'expression éducation-formation des adultes. Mais j'approuve le titre de cette table ronde, éducation des adultes, car cette expression a une longue existence
plus de 2 siècles. Elle est aussi plus englobante que d'autres. Elle inclut l'alphabétisation, la reprise d'études, l'éducation ouvrière, la formation professionnelle continue, etc. Et il me semble qu'elle permet des échanges plus faciles entre cultures nationales différentes. La recherche sur l'éducation des adultes se trouve fragmentée dans de nombreuses disciplines. L'histoire pour une très faible part, la sociologie, la philosophie, la psychologie, les sciences économiques et de gestion, et bien sûr les sciences de l'éducation et de la formation, et quelques autres, comme je l'ai montré à travers l'étude sur des thèses produites sur le sujet. Mais de plus, à l'intérieur de chacune de ces disciplines, elle est étudiée de manière très marginale. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai pour les dernières années en ce qui concerne l'éducation, les sciences de l'éducation et de la formation, mais ça reste vraiment frappant pour tout ce qui concerne les approches historiques qui peuvent être d'ailleurs menées en sciences de l'éducation ou dans d'autres disciplines. On peut remarquer aussi que les approches critiques de l'éducation des adultes ne sont pas les plus répandues. Cette fragmentation, cette marginalité ne sont pas propres à la recherche française. Nous avions fait le même constat à l'échelle européenne à l'occasion d'une table ronde à Berlin en 2013. L'histoire, comme la recherche en général sur l'éducation des adultes, sont souvent le fait de chercheurs non universitaires. L'ensemble de ces caractéristiques amène au fait qu'il y a un déficit de discussion scientifique, souvent en raison de la compartimentation des objets, en raison de la spécialisation des groupes qui s'organisent autour d'eux. Et on en arrive dans la délimitation des objets et dans les analyses à des séparations parfois arbitraires, comme par exemple entre éducation populaire et formation continue, qui ne correspondent pas toujours aux réalités de terrain, où les frontières sont bien plus poreuses et où les idées, les pratiques circulent, s'empruntent, s'adaptent au contexte. Alors j'en viens maintenant à la question des enjeux de l'éducation des adultes. Alors, si l'idée que les êtres humains apprennent tout au long de leur vie remonte sans doute à la nuit des temps, que l'on puisse ou qu'il faille mettre en place des dispositifs, des actions spécifiques pour éduquer certains adultes est une idée beaucoup plus récente. Et je vais souligner d'emblée que malgré l'omniprésence de la rhétorique économique, les enjeux ont été d'abord politiques et le sont sans doute encore aujourd'hui. En ce sens, la perspective socio-historique est très éclairante. Elle permet de mettre à distance des rouages, des finalités que l'on ne perçoit pas très bien dans le moment présent, puisque nous sommes pris dans des configurations complexes qui nous entourent et qui nous contiennent dans tous les sens du mot. À cela, on peut ajouter le fait que l'économie peut difficilement être conçue indépendamment du choix d'une certaine société. La question politique telle que je l'envisage n'est pas ici à la seule échelle d'un État, mais au sein de toutes sortes de collectifs. Des collectifs de partisans, des militants, des militantes d'une cause organisée en association, bien sûr des entreprises qui restent aussi un collectif, et puis des gouvernants à tous les échelons, municipalités, régions, etc. Dans cette diversité, les enjeux de l'éducation des adultes ont en fait moins variés selon les périodes de l'histoire que selon les promoteurs qui ont simultanément poursuivi des objectifs divergents. Pour beaucoup d'entre eux, l'éducation des adultes, comme celle du peuple en général, je vais y revenir, c'est une réponse à la question sociale. Tout est dans la lecture de cette fameuse question sociale. Les enjeux, qu'ils soient affichés ou non, de l'éducation des adultes dépendent de la place que l'on veut bien reconnaître au peuple, autre catégorie très mouvante, ou à certaines catégories de ce peuple, dans l'arène sociale ou dans le jeu politique. Une option consiste à organiser le fait que les ouvriers, les paysans ou toute autre catégorie, par exemple ce qu'on appelait encore il n'y a pas si longtemps la femme,
Ce peuple, donc, doit rester à sa place. Et pour cela, je cite un texte des années 1830, doit apprendre par l'éducation à aimer sa condition. Une autre option part du principe que le peuple est appelé à s'émanciper, à s'instruire, car savoir, c'est pouvoir. Donc, l'éducation des adultes, ce n'est pas nouveau, a deux fonctions contradictoires. D'un côté, l'adaptation, la conformation des comportements et des pensées. De l'autre, l'affranchissement par rapport à une condition sociale dominée. Mais le thème de l'émancipation lui-même peut être diversement interprété, souvent lié à l'émergence d'une conscience de classe, de groupe, avec pour objectif le changement social. Il faut remarquer que toutes les émancipations ne se valent pas. Même pour les plus grands défenseurs de la justice sociale du XIXe siècle, l'émancipation des prolétaires, entendre prolétaires hommes, était prioritaire, tandis que celle des femmes pouvait attendre. L'émancipation est aussi déclinée par nombre de philanthropes à travers les thèmes de la moralisation, la pacification sociale, car un peuple ignorant peut se montrer violent. L'arracher pour son bien à la domination de ses bas instincts, l'éloigner du cabaret, de la prostitution, le rechristianiser, etc. Tout ça, ce sont des objectifs dévolus à l'éducation des adultes. On peut ajouter encore l'objectif d'élévation sociale ou de promotion, si on parle le langage du XXe siècle, qui vise à réparer de trop grandes inégalités, souvent uniquement attribuées à l'absence d'éducation dans la première jeunesse. Bien sûr, à d'autres niveaux, il s'agit aussi de former des armées de réserve pour gagner en productivité ou pour éviter les grèves, au profit de quelques chefs d'entreprise, mais aussi à l'échelle transnationale. Pour rattraper un retard industriel, par exemple, celui de la France par rapport à l'Angleterre au début du XIXe siècle, pour prendre une revanche avec l'Allemagne après 1870, former des bons patriotes pour gagner des guerres, que ces guerres soient commerciales ou militaires, c'est aussi un enjeu particulièrement sensible de l'éducation des adultes. Et sur ce plan-là, elle se différencie assez peu de l'éducation donnée aux enfants. Elle n'en est qu'un versant décalé dans le temps d'une vie. Après les grands traumatismes comme les guerres mondiales, outre les impératifs de reconstruction, d'autres objectifs géopolitiques de l'éducation des adultes ont émergé. La réconciliation entre les peuples, le développement d'une culture mondiale, alors plutôt occidentale, la défense de la démocratie ou du monde dit libre ou du régime communiste de l'autre côté du rideau de fer, mais la question de la compétition entre les États et les blocs n'en a pas pour autant été évacuée. En 2000, la stratégie de Lisbonne, puisque nous y sommes, s'appuyait sur l'éducation tout au long de la vie et visait à faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010. Alors, 11 ans plus tard, ce modèle compétitif, qui semble encore très inébranlable à beaucoup, serait-il en train de se fissurer par endroits sous l'effet des crises climatiques, sanitaires actuelles? Avec cette question, j'en viens aux défis d'aujourd'hui, et ils concernent ces défis, la recherche autant que l'action. Le monde change, mais comme il a toujours changé, brusquement, par à-coups, beaucoup trop vite pour les humains que nous sommes, empêtrés dans la difficulté de nous y adapter. Je ne retiendrai que deux grands changements, évidemment, en plus je vais aller très vite, mais le premier touche à la place qu'ont pris les femmes à tous les niveaux de la société, et au fait que l'organisation patriarcale de cette société soit aujourd'hui remise en question de manière de plus en plus audible. J'ai montré dans mes travaux que l'éducation des adultes, dans quasiment toutes ses dimensions, s'était développée en oubliant les femmes. On peut faire l'hypothèse que la situation d'aujourd'hui porte encore les traces de cette absence d'intérêt initial. Pourtant, comparé au développement des travaux sur l'école,
il est frappant de constater que le champ de la recherche sur l'éducation des adultes a donné peu de place aux analyses de genre. Bon, hormis quelques recherches sur un rapport au savoir différencié selon les sexes ou sur quelques pratiques d'éducation féministe, le champ reste encore largement à défricher, au moins en France, peut-être moins dans les pays anglo-saxons. Or, une transformation sociale aussi fondamentale vers une véritable égalité, si c'est bien vers cela que l'on tend, peut-elle advenir en l'absence d'accompagnement éducatif des jeunes comme des adultes? La recherche pourrait ici éclairer l'action, ou bien expliquer les inerties, l'absence d'action. Le deuxième changement est plutôt une résurgence. Notre monde occidental contemporain se croyait débarrassé de l'obscurantisme et projetait son avenir dans le progrès à travers la science. Or, l'économie de la connaissance subit actuellement de graves revers. La remise en question des faits même, redonne vie à d'anciens débats, savoir contre croyance, tandis que la parole experte, par exemple sur le changement climatique, est mise en doute, réévaluée à d'autres normes que celles du diplôme, de l'expérience ou de la durée passée à l'étude d'un phénomène. Certains voient dans cette menace de désinformation généralisée, politiquement encouragée, une nouvelle question sociale à résoudre, une fois encore, par l'éducation. Ça m'amène à repenser à l'affaire Dreyfus, qui avait donné son souffle aux universités populaires au début du XXe siècle. Il s'agissait d'amener le peuple à développer son sens critique, à ne pas succomber aux sirènes des mensonges proférés par les hautes instances de l'État. Alors, bien entendu, le contexte d'alors et celui d'aujourd'hui, que ce soit en Europe ou dans l'Amérique de Trump, n'ont pas grand-chose à voir. Mais l'interrogation demeure sur les mécanismes à l'œuvre ou, pour parler comme les militants de Peuple et Culture en 1945, sur l'entraînement mental à proposer pour amener un adulte à modifier sa perception des choses par la réflexion individuelle et collective. Alors, il est vrai, et je terminerai là-dessus, que l'aspect collectif de la réflexion et de l'acquisition d'un savoir à l'âge adulte s'est un peu perdu au cours des dernières décennies du fait d'une individualisation constante des sources d'information, mais aussi d'une éducation des adultes, davantage basée sur la compétition pour l'employabilité que sur la coopération pour le vivre ensemble. La question reste grande ouverte de savoir si et dans quelle mesure une éducation des adultes repositionnée pourrait avoir un effet quelconque sur ces nouvelles questions sociales. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé mon intervention. Eh bien, merci beaucoup pour l'ensemble du propos tenu dans les temps parfaitement maîtrisés. On avait convenu qu'on pouvait passer à l'intervention de Jean-Marie Barbier, et puis qu'ensuite on ait l'occasion d'entrer dans le dialogue à partir des questions. Jean-Marie, Carmen m'indique qu'il faudrait que si possible, que tu puisses indiquer quand est-ce que le bon moment sera venu pour projeter le tableau dont tu as fait mention précédemment. Ok, mais je le dirai explicitement. Très bien. Est-ce que je dois comprendre que vous m'entendez bien? Merci beaucoup. À toi la parole. Merci beaucoup. Bon dia a todos, todas y todos. Et obrigado por invitar. Merci en particulier donc à Carmen, m'occupant de la Biennale en France, de la Biennale de l'éducation. Je sais ce que représente l'organisation d'un colloque et par rapport à soi-même. Nous cheminons avec Carmen depuis longtemps. C'est vrai aussi d'Hervé, c'est vrai aussi de Françoise et des autres, sur les chemins de la formation des adultes,
chemin donc, comment dire, qui nous réserve tout à la fois des surprises et aussi des permanences. Et je vais parler plus particulièrement des permanences, puisque quelquefois on s'interroge sur le champ de la formation des adultes. Je vais, comment dire, m'intéresser à ce que fait la formation des adultes de façon durable. Et pour ce faire, je vais m'appuyer alors sur le texte dont nous parlions tout à l'heure, facilement accessible sur comment dire, le web, hein, qui s'appelle « Ce que fait la formation d'adultes », qui s'appelle donc, le site s'appelle « Innovation pédagogique ». Ça permettra à ceux d'entre vous qui s'intéressent à ça éventuellement de ne pas être obligés de faire une prise de notes. Mon propos va être très proche de ce que j'ai dit. Et il s'appuie aussi évidemment sur mon expérience professionnelle. Je suis rentré dans le champ de la formation des adultes à ce qui a été quelquefois considéré, du moins en France, comme l'âge d'or, la période de l'or, les années 70-80. Et pendant 30 ans, j'ai fait un métier d'enseignant-chercheur en formation d'adultes. J'ai formé des professionnels et des chercheurs en formation, et donc mon travail était d'analyser. Je vais donc procéder en 4 temps, et je signalerai donc le 4e, comme tu me l'as demandé, Hervé. Alors, d'abord, premier temps, un rappel des grandes étapes de transformation de la formation des adultes, mais avec une optique particulière. Je vais lier les étapes de la formation d'adultes avec les étapes des contextes de la formation d'adultes. La formation d'adultes est très sensible aux conjonctures économiques et sociales. Elle l'est même à la dizaine ou à la vingtaine d'années près. C'est la première idée. Deuxième idée que je vais développer, c'est, comment dire, une première fonction durable de la formation d'adultes, c'est d'introduire l'expérience dans le champ éducatif. Ça, c'est très important, ça mérite d'être précisé. Deuxième idée que je introduisais déjà tout à l'heure, c'est que la formation d'adultes, de façon générale, est très liée à des enjeux de transformation sociale, économique, toutes les formes de transformation. C'est aussi une spécificité qu'on ne trouve pas dans la formation initiale ou qu'on trouve d'une autre façon. Et troisième spécificité, la formation des adultes donne lieu à une espèce d'explicitation et une confrontation des intérêts sociaux beaucoup plus voyante que les autres formes de formation. Au total, et ça sera mon 5e point, je vais essayer de vous proposer, de parler des fonctions que la formation d'adultes propose aux sujets, aux individus. Quelles sont les fonctions sociales qu'elle est susceptible de donner à leurs investissements personnels. Et je soulignerai en particulier 3 fonctions. Une fonction de qualification et de certification, une fonction de perfectionnement, une fonction d'insertion dans un champ où on n'est pas encore présent. Après notre débat, je retournerai, ça c'est un petit clin d'œil pour nos amis portugais, je retournerai garder de mes pensées. Et donc, c'est une allusion, Monsieur Breton, à Fernando Pessoa que je vous recommande de lire. Bon, pardon. C'est magnifique. Alors, première idée, comment dire, les grandes évolutions de l'information. Alors, je pense qu'il y en a 3 et qui s'interprètent aussi par une évolution des rapports sociaux. Il y a d'abord eu dans les années, enfin, je fais évidemment dans l'empan de mon expérience de vie, il y a donc une première période, je parle de la France aussi bien sûr, des années 70-80 qui l'on peut considérer comme l'âge d'or de la formation. Et ce qui est frappant, c'est qu'à cette époque-là,
la formation a été mise sous la tutelle du Premier ministre, s'il vous plaît. Elle a cru considérablement du point de vue des dépenses de formation, jusqu'à 3% en moyenne. Et comment dire, elle a eu un outil absolument privilégié qui n'est pas disparu, loin de là, qui est l'analyse du travail pour la formation. On la retrouve encore, y compris dans la didactique professionnelle. Alors, au fond, si on le met en relation avec l'évolution des rapports sociaux, on est en présence d'un paradigme où il est demandé aux sujets sociaux de se construire avant de se mobiliser, de se construire par la formation, mais avant d'être mobilisé dans le travail. Je simplifie, évidemment. C'est un gros trait. Deuxième période, les années 90. On les a tous vécues. Les thèmes dominants changent, puisque le thème dominant devient, on s'en est tous rendu compte, la professionnalisation. Les dépenses de formation sont devenues stables à la même époque, c'est-à-dire elles n'ont pas cru régulièrement comme elles l'avaient fait auparavant. La formation des adultes a même des doutes sur elle-même. Je me souviens très bien d'un colloque de Strasbourg où Françoise de Tiètre, où comment dire, on intitulé la formation utopie et pragmatisme. C'est quand même intéressant par rapport à la période précédente. Autre étape, autre évolution encore, la formation est rapprochée de la gestion, elle est rapprochée de l'ergonomie. Elle apparaît comme un outil dans une panoplie d'outils. Sur le plan des rapports sociaux, on ouvre une autre période que j'appellerais une période constructiviste, c'est-à-dire, au sens social du terme, comprenons-nous, pas au sens épistémologique. Il s'agit de ne pas distinguer construction et mobilisation des sujets sociaux. En même temps qu'on travaille, on se construit, etc. On est très sensible à cette époque-là à ça, et ça explique en particulier cette histoire de professionnalisation. Troisième période que je vous propose, c'est les années 2010. Alors, la préoccupation centrale des organisations, c'est le sujet en activité lui-même. Je fais exprès avec les mots, sujet en activité. Son engagement, sa prédisposition ou pas à la création. Finalement, le plus important devient, et si vous voulez, je dis ça pour nos amis portugais, mais comment dire, on a un président de la République qui représente bien ce discours. C'est, en gros, la thématique principale, c'est faire entreprise de soi. Et donc, comment dire, il suffit de traverser la rue pour s'en tirer. Enfin, je fais allusion à ça parce qu'il y a évidemment des choses comiques qui sont faites là-dessus. Donc, voilà, je précise ça pour les changements. Maintenant, je vais parler des permanences parce que c'est comme ça nous intéresse quand même. La formation d'adultes, c'est ce qu'on fait tous les jours. Même moi qui suis en retraite actuellement, je continue de faire évidemment ce qui m'a toujours intéressé. Alors, ce qui est frappant, c'est donc mon point 2, c'est que la formation des adultes a une formidable caractéristique que n'a pas la formation initiale, c'est elle reconnaît et fait reconnaître l'expérience. D'une certaine façon, l'expérience, elle est activée. Je ne sais pas si vous allez me suivre dans cette dénomination. Et qu'est-ce que c'est que l'expérience? L'expérience, il faut être rigoureux, il faut en donner une définition. Et celle que je vous propose, c'est que c'est une transformation simultanée de l'activité et une transformation du sujet en activité. On parle d'expérience quand il y a les deux, transformation de l'activité et transformation du sujet en activité. Alors, ce qui devient important, c'est l'engagement en formation. L'engagement construit par soi et pour soi.
Alors, du coup, la formation des adultes, comment dire, privilégie les contextes, non seulement les actions éducatives, mais également leur contexte. Et comment dire, on a vu apparaître, enfin, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle, des pratiques telles que l'analyse de besoins qui n'avaient pas beaucoup de sens en formation initiale, ou des pratiques telles que l'évaluation de transfert qui n'avaient pas plus de sens. Et l'un et l'autre prennent la place de pratiques que nous connaissons bien, qui sont d'orientation et d'un côté et d'évaluation sommative de l'autre. Donc, dans la formation là, en plus, on fait de la formation des adultes, fait de l'expérience une ressource. Et c'est là qu'apparaissent et prennent beaucoup de place, évidemment, l'analyse de l'activité, l'analyse de l'expérience, le retour d'expérience. Enfin bref, on introduit l'expérience comme si elle était une ressource pour la formation des adultes. Ça, c'est la première caractéristique hein, qui reste en quelque sorte. Hein. Enfin, deuxième caractéristique qui reste, me semble-t-il, c'est que, comment dire, on corrèle toujours formation des adultes avec des enjeux de transformation. Et quelquefois, certaines actions de formation, j'attire votre attention sur le vocabulaire, hein, mais on ne définit plus de façon dominante en formation d'adultes les choses en termes de savoir, de connaissances, etc. Mais on change de vocabulaire, on parle de capacité, d'attitude, d'habileté, de compétences. Bref, ce qui nous intéresse, c'est le rapport entre le sujet et son activité. Et ce n'est pas le savoir. Et l'outil de rapport au savoir, par exemple, n'a pas du tout la même place, évidemment, dans le même contexte. Se met en place ce que l'on appelle la culture de la formation. La culture de la formation, c'est la négociation. Elle s'oppose brutalement, quelquefois, par rapport à la culture de l'enseignement. Comment dire, la culture de l'enseignement, enfin, dans la culture de la formation, on dévalorise la culture de l'enseignement, et dans la culture d'enseignement, on dévalorise la culture de la formation. On ne sait rien en formation d'adultes, hein. C'est bien connu. Et inversement, comment dire, il y a une dévalorisation du monde de l'enseignement par le monde de la formation. On voit apparaître un langage nouveau qu'on ne connaissait pas, c'est le vocabulaire des dynamiques identitaires, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et donc, la formation d'adultes se caractérise par sa sensibilité aux conjonctures économiques et sociales. On va même jusqu'à, dans certains cas, à libeller, enfin, comment dire, l'action de formation par l'enjeu auquel répond, hein, enjeu économique et social. On oublie presque ce qui se passe dans la formation, c'est l'enjeu qui est affirmé. Hein. Et donc, alors, c'est très intéressant, on a vécu là-dedans, hein, bon, mais il y a quand même une limite énorme de cette culture-là, c'est qu'on limite l'activité au discours sur l'activité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que l'activité ne s'épuise pas dans le discours qu'on peut tenir sur elle, bien sûr. Et donc, cette culture-là voit dans l'activité tout, mais ne sait pas parler de ce qui ne fait pas l'objet de discours sur l'activité. Troisième caractéristique, la formation des adultes donne place, on n'a jamais vu autant, à une explicitation, confrontation des intérêts d'acteurs. Si on est dans le monde de la formation initiale, la confrontation des acteurs, enfin, elle se simplifie souvent par une revendication de moyens. Et personnellement, je la trouve légitime. Mais pour autant, comment dire, il n'y a pas confrontation explicite des intérêts sociaux dans la construction des actions de formation. Alors, c'est frappant parce qu'on voit apparaître dans le monde de la formation d'adultes un langage qu'on ne connaissait pas en formation initiale, qui est, comment dire, le langage des rapports de pouvoir. Hein, collaboration,
recherche collaborative, empowerment, participation, etc. Et comment dire, d'une certaine façon, on voit apparaître des outils d'analyse des rapports de pouvoir. Ce n'est pas seulement les rapports de pouvoir. La bataille, c'est des outils pour analyser la bataille. Bon, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, vocabulaire du conflit, analyse stratégique, etc. Enfin. Jean-Marie, excuse-moi. C'est trop long? Si je fais en discret, théoriquement, il reste 1 minute. Il ne reste plus qu'1 minute. Ben, je peux supprimer ma dernière partie. Hein. Ce n'est pas un problème. Non, ou ramasser en quelques 3-4 minutes. Hein. Non, ben, je vais énoncer simplement. Je vais renvoyer au texte écrit. Hein. Donc là, ce qui est important, c'est donc comment dire, l'analyse des intérêts d'acteurs, les confrontations. Hein. Alors, ça, c'est les évolutions de la formation d'adultes. Mais maintenant, la formation d'adultes, elle permet, comment dire, de répondre à des fonctions sociales personnelles, à distinguer donc des fonctions sociales plus larges. Et ces fonctions sociales personnelles, comment dire, je peux les résumer, renvoyer au texte. Hein, c'est pas grave, hein, on n'a qu'à balancer le texte sur le site. Je m'en moque, hein, c'est pas grave. Donc, c'est quand même que la formation d'adultes, elle est formidablement compliquée. Elle est extrêmement variable. Comment dire, elle prend des formes absolument extraordinaires, mais il y a quand même des grandes cohérences à l'intérieur, et c'est des cohérences autour de la signification qu'elle donne à des investissements individuels. Et donc, l'hypothèse que je fais, et là, comme ça évitera de mettre le tableau, hein, c'est qu'il y en a 3. Il y a une fonction, comment dire, de qualification et de certification. Le CNAM, par exemple, mon institution, joue cette fonction-là. L'AFPA, enfin, etc. Et il y a probablement l'équivalent au Portugal et ailleurs. Et ça, c'est une première fonction. C'est des actions où les gens bougent de position sociale. Il y a une deuxième fonction qui est une fonction de perfectionnement. C'est lorsque ce qu'on fait, comment dire, on le fait mieux. Hein. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est des enjeux de formation qui collent beaucoup aux enjeux de production. Et puis, il y a une troisième fonction que vous connaissez bien, qui est donc une fonction d'insertion. Hein. C'est être présent dans un champ où on était absent. Et donc, c'est les fameuses actions jeunes, les actions champs qu'on a quittés. Exemple, les populations chômeuses. Alors, on peut analyser ces actions-là à travers 3 critères. Hein. La fonction qu'elles jouent, quel est le maître d'ouvrage dominant, quel est le public cible de fait, et puis qu'est-ce qui donne cohérence à la structuration au projet. Et là, bon, je renvoie simplement à ce texte, si c'est possible de le mettre sur le site. Voilà. Merci. Obrigado, monsieur. De nada. Comme ça, bravo. Comme ça, Carmen ne sera pas obligée de faire des trucs compliqués. Un grand merci, Jean-Marie. Ça nous laisse du coup… ça nous laisse 15 minutes pour… pour peut-être même… comment dirais-je, entrer dans la discussion, soit à partir de questions, soit à partir des ouvertures qu'offre la mise en perspective des 2 interventions. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, j'en suis pas sûr. Moi, je veux bien dire un tout, comme ça va peut-être faire venir les questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a une main levée, qui est monsieur Antonio José Correa de Almeida, mais ça ne s'est pas traduit en question. Juste, il y a, si je m'autorise, est-ce que Madame Lao, Françoise, vous avez dit éducation-formation.
Et puis, je crois qu'il y a eu un accent mis sur la dimension politique. Et dans ton intervention, Jean-Marie, la dimension politique n'est pas absente. Si on revient sur le… Parce que je crois qu'éducation des adultes, c'est un terme qui navigue beaucoup dans le monde anglo-saxon. J'ai le sentiment que… Et peut-être que la formation d'adultes est moins implantée. Si on revient sur ce trait d'union entre les deux termes, comment tu l'articules, cette notion, Jean-Marie, d'éducation et de formation? Ben, c'est pas trop difficile, hein. L'éducation, elle est, comment dire, c'est une action qui est ordonnée à de nouveaux apprentissages. Mais dire que c'est ordonné à de nouveaux apprentissages, c'est très large. C'est pour ça que, comment dire, on peut distinguer le monde de l'enseignement qui est quand même ordonné autour de l'appropriation, hein, comment dire, de mise à disposition, de l'appropriation de quelque chose qui a été mis à disposition. Hein. Il y a également, comment dire, le monde de la formation qui nous intéresse au sens de formation des adultes. Et là, c'est transformer quelqu'un, comment dire, de façon à, comment dire, comment dire, je ne me souviens même plus de mes définitions, c'est quand même rigolo. Donc, le monde de la formation, c'est une transformation de quelqu'un et on attend en situation de formation, mais on en attend un transfert en situation réelle. Et puis, il y a un troisième monde qui s'est ouvert depuis maintenant 20 ans, même plus, qui est le monde où on essaye à la fois de changer le travail et de changer la formation. Et là, c'est le tutorat, l'éducation informelle, etc. Et donc, quand on parle d'éducation, c'est un peu trop large, c'est les apprentissages en général. Hein. Et tandis que quand on rentre dans les différents mondes éducatifs, à ce moment-là, on est obligé de savoir qu'est-ce qui est mis à disposition, qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui est transféré, qu'est-ce qui est construit en même temps. Ben, c'est un peu rapide, hein. Mais je pense que le monde de l'éducation est régi par des grandes cultures. Hein, et qu'on n'échappe pas dans la distinction entre formation et éducation à la délimitation au territoire de ces grandes cultures. Madame Lahault, oui, vous voulez? Oui, je veux bien répondre aussi. Alors, éducation, c'est pas enseignement. Hein. Éducation, c'est, à mon avis, c'est le terme le plus large. Et puis, c'est aussi un terme situé dans le temps. Donc, l'expression formation des adultes en français, telle qu'elle s'est installée, elle date du milieu des années 1960. Hein. Avant, on ne parlait pas de formation des adultes, on pouvait parler de formation des hommes. Même Robespierre, il parlait de formation des hommes. Mais formation des adultes telle qu'on l'entend aujourd'hui, ça date du milieu, c'est très, très récent. Et dans l'éducation des adultes, il ne faut pas, enfin, le terme éducation est aussi utilisé dans l'éducation populaire, hein, actuelle, hein, dans le passé, mais aujourd'hui aussi. Et dans l'éducation ouvrière passée, maintenant on parle plus de formation syndicale. Donc il y a d'autres, enfin donc, voilà, moi la distinction que je fais, c'est une question de période que l'on étudie finalement. Hein. C'est moins, parce que dans l'éducation des adultes, à toutes les périodes, on a vu une éducation liée au travail et d'autres éducations qui n'étaient pas liées au travail directement. Voilà. Ça dépend quel type de travail. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, la formation des adultes, on l'associe très vite au monde du travail, notamment salarié, hein. Tandis que l'éducation aujourd'hui reste encore plus large dans d'autres utilisations. Oui, je me retrouve bien là-dedans. Et c'est vrai que dans d'autres langues, il y a aussi ces distinctions, mais alors les distinctions ne sont pas les mêmes. C'est compliqué en fait, hein, là, et c'est très intéressant justement de s'intéresser à la manière dont c'est traduit ailleurs, parce que
training en anglais, c'est quand même vraiment, c'est une formation très, très pratico-pratique. Hein, bon. Tandis que même en formation d'adulte aujourd'hui, on peut faire des choses théoriques ou autres. Voilà. Voilà, donc, pour aller dans le même sens, il faut noter des hésitations dans la terminologie par les acteurs. Bertrand Schwartz, qui a joué un rôle énorme quand il a créé la revue Éducation permanente, il l'a appelée Éducation permanente et pas formation. Il y avait une hésitation en quelque sorte par rapport à la fonction sociale jouée. C'est normal, c'était en 69, hein, il ne pouvait pas l'appeler. Exactement. Très bien, merci. Alors, je redis aux participants que c'est le bon moment pour adresser vos questions, parce que dans 10 minutes, ce sera un peu tard, en fait. Est-ce qu'il y a des questions à adresser au regard des thèmes? On a entendu, je pense, une perspective socio-historique. Ensuite, différents types d'enjeux qui ont été situés à l'échelle politique. Notamment, il y a eu l'affirmation de la place de l'expérience. On pourrait dire presque de la reconnaissance des différents espaces d'apprentissage pour penser l'éducation et la formation. Et puis, comme on est dans une perspective internationale, il y a aussi des aspects de contexte qui peuvent être interrogés. Parce que si c'est moi qui pose les questions, je vais faire une discussion alors. Excuse-moi Hervé, parce qu'il y a encore des questions. J'ai posé une question, tu voulais le présenter? Ah oui, pardon, excuse-moi Carmen. Alors la question adressée, question ouverte, il a été présenté selon différentes perspectives des formes de défis et de paradoxes posés à l'éducation des adultes. Et je pense que ça a été situé selon une dynamique, enfin une perspective périodique, mais à l'échelle contemporaine, là, dans la situation actuelle, quels seraient selon vous les défis et les paradoxes les plus, je dirais, saillants du moment? Françoise, si vous voulez commencer. Oui, j'en ai cité deux, hein, deux défis donc, par rapport à effectivement la question de cette remise en question d'un modèle patriarcal qui effectivement entraîne de fait une autre manière de voir le monde. Et donc, si ça entraîne une autre manière de voir le monde, il va falloir qu'on se comprenne et que l'on apprenne à parler un autre langage, etc. Donc, il y a beaucoup de savoirs nouveaux à acquérir et certainement des formes de formation aussi à trouver. Voilà, donc, et puis j'avais parlé aussi de la question des fake news et des faux savoirs. Alors, c'est marrant parce que les faux savoirs, c'est une question qui avait été travaillée, ça, mais d'une toute autre manière, hein, évidemment, à l'Institut national de la formation des adultes, à la fin des années 1960, où Jean-Marie Barbier a mis un pied, d'ailleurs, hein, à ce moment-là. C'était le faux savoir, c'était celui qu'on avait à l'intérieur de soi parce qu'on avait appris des choses quand on était jeune et puis que ces choses s'étaient un peu fossilisées. Et puis, voilà. Et puis, il fallait s'en débarrasser de ce faux savoir qui était encombrant pour pouvoir acquérir d'autres savoirs. Alors, on pourrait peut-être réfléchir à ça à nouveau dans la question des fake news et la manière dont on pourrait aborder alors cette déradicalisation, parce que quand même la déradicalisation, c'est un mot fantastique, hein, quand même, hein, si on y pense.
c'est extirper alors des croyances ou peut-être des savoirs, je ne sais pas, pour en mettre d'autres à la place. Hein. C'est quand même ça. Là, il me semble qu'il y a un enjeu très, très important et qui relève bien de la formation, de l'éducation des adultes, puisqu'il s'agit soit d'ados très, très âgés, soit de jeunes adultes, hein, donc, ou d'adultes tout court, qu'il s'agisse de déradicaliser, alors que ce soit du point de vue d'une idéologie quelconque. Hein. On peut aussi parler c'est pour ça que j'avais fait un clin d'œil à ce qui se passe aux États-Unis, parce que quand même, enfin, moi j'ai suivi ça de très près, mais là on est vraiment au cœur de la question. Qu'est-ce que c'est que le savoir, et le savoir aujourd'hui, comment en arrive-t-on à propager des idées que la Terre est plate, par exemple, voilà, ou bien d'autres, et que des tas de gens s'empressent pour lui donner un peu de foi. Donc là, c'est une vraie question. Moi, je pense que c'est essentiel de réfléchir à ça. Merci. Jean-Marie, je vais te proposer de répondre. Et j'ajoute une question qui t'est adressée dans la même dynamique. Il y a une demande pour éclaircir, c'est le terme choisi, le rapport entre culture de la formation et culture de l'enseignement dans la formation d'adulte. Alors, il y a la notion de culture qui est convoquée pour différencier formation et enseignement. Donc, c'est une proposition. Hein. Jean-Marie? Oui, oui. Alors, je vais répondre d'abord au premier point parce que c'est moins long. Hein. La question que tu poses, c'est la question contemporaine la plus aiguë en quelque sorte. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est la question de la subjectivité. Comprenons-nous, la question de la subjectivité, depuis le monde, que le monde est monde, elle se pose. Mais poser dans ces termes-là, quelle place donner à la subjectivité, c'est la première, dans les 20 dernières années, c'est devenu extrêmement important. Mais une fois qu'on a dit ça, on a deux versions. On est toujours dans une logique d'intérêts sociaux. Il y a l'injonction de subjectivité. Ça, nous sommes poussés par la société à avoir à la subjectivité, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut appeler l'idéologie du consentement. Autrement dit, il faut non seulement s'engager, mais y croire. Et donc, l'injonction de subjectivité, c'est la logique des intérêts sociaux. Tout le monde ne fait pas la même réponse. Tout le monde est obligé de se poser la question, mais on ne fait pas forcément la même réponse. Il peut s'établir plusieurs types de rapports sociaux par rapport à la question de la subjectivité. Et c'est l'enjeu qui est posé. Hein. J'évoquais tout à l'heure l'histoire de traverser la rue à titre de plaisanterie, mais on voit bien que quand c'est là, c'est un problème de les réponses des uns et les réponses des autres ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas s'il faut que je parte sur l'enseignement et la formation, parce qu'il y en a pour un bon bout de temps. Hein. Non? Bon. Si? Tu m'as coupé tout à l'heure. Donc, peut-être c'est peut-être la question de est-ce qu'on peut parler d'une culture? Parce que c'est super, un terme qui… C'est super au contraire de parler de culture. Parce qu'il ne faut pas confondre les pratiques et les cultures. La culture, c'est le mode de pensée qui accompagne les pratiques. Et donc, nous avons une archéologie à faire des cultures qui ont accompagné l'enseignement et la formation. Et ce qui me frappe, mais ça c'est parce que j'ai vécu, je suis sorti moi de l'école pratique des hautes études des années 70, puis je suis tombé tout nu dans le monde de la formation d'adultes, au hasard, avec des rapports de force pas piqués des hannetons. Hein. Et donc, nous sommes, nous, par rapport à nos étudiants, nous devons être capables de les former, d'une part, à analyser les cultures, d'autre part, à analyser les pratiques. Sinon, on en fait
comment dire, des gens qui n'ont pas de culture critique. Hein. Et un bon professionnel, pardonnez-moi, je vais être un peu violent, mais il doit avoir un double langage. Il doit maîtriser un double langage, soit être capable d'analyser le discours dominant et parler la langue dominante, et en même temps faire, comment dire, quelque chose qui correspond aussi, par ailleurs, à ce qui est demandé, en fait, par les acteurs sociaux. Et donc, cette question des cultures par rapport aux activités, c'est une question tout à fait énorme, qui ne se pose pas d'ailleurs seulement en éducation, mais dans le domaine du travail social, dans le domaine du soin. Enfin, c'est pas s'il existe dans le soin, comment dire, précisément une injonction de subjectivité qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation, comment ça s'appelle, l'éducation du patient. C'est le même sujet, sauf que c'est dans le domaine du soin. Et alors, on fait des distinctions subtiles entre care et cure, etc. Mais c'est dans tous les métiers où il s'agit d'agir sur l'activité d'autrui, il y a des cultures dominantes parce que c'est un enjeu tellement fort. Françoise, est-ce que vous voulez, parce que je pense, Carmen, tu me corriges si je me trompe, mais il faut terminer à 17h15, c'est ça? Enfin, 16h15, heure Portugal. Oui. Françoise, c'est ça. Si vous voulez... il y avait encore d'autres questions. Peut-être qu'il n'a plus de temps. Tu peux le regarder, Hervé, toi, les là. Je vous ai envoyé quelques questions. Joanne, elle t'a envoyé par WhatsApp. Ouais. Je les ai pas. Désolé. Ah si, elles viennent d'arriver, pardon. Oula. En termes, alors je l'ai dit, alors j'en ai trois même. Je les lis de manière littérale. Une question, 2 points, éducation-formation, résonance avec la terminologie portugaise, point d'interrogation. Une autre, en termes socio-historiques, est-ce que vous pensez que la crise sanitaire que nous traversons va transformer l'éducation des adultes? Et si oui, dans quel sens? Et une dernière, le défi lié à la nécessité de mettre davantage l'accent sur l'apprentissage informel dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes. Actuellement, éducation et formation se conjuguent à l'apprentissage. Comment rendre opérationnelles ces distinctions sur le terrain? Françoise, est-ce que dans un esprit de synthèse magistrale, alors je vais prendre la deuxième question parce qu'elle me semble intéressante. Alors, elle était formulée de quelle manière déjà, la deuxième question? Ah oui, la crise. Oui, la crise. Est-ce que la crise va transformer l'éducation des adultes? Alors en fait, ce qui se passe, si on regarde dans l'histoire, hein, à chaque fois qu'il y a eu des crises, il y a eu, alors quelle que soit la crise, hein, ça peut être une insurrection, une révolution, une guerre. Alors il y a eu aussi beaucoup d'épidémies, mais bon. Elles n'étaient pas mondialisées comme celles qu'on connaît aujourd'hui. À chaque fois, il y a eu des effets sur l'éducation des adultes. Bon, est-ce que ça l'a transformé pour autant? C'est pas sûr. Mais il y a eu de nouvelles pratiques, de nouvelles activités, de nouvelles manières de penser l'information, et puis de nouvelles créations d'institutions. C'est surtout ça, hein, d'institutions. Alors que ça peut être des associations, ça peut être un tas de choses. Donc, alors, comment ce sera? J'en sais rien, parce que ça, on le verra dans quelques années, mais c'est intéressant à suivre de près, voir est-ce que ça va transformer, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles propositions? Moi, je suis toujours intéressée par les nouveautés, donc on va voir ce qui se pointe. Est-ce que ce sera viscéralement différent? J'en suis pas complètement sûre non plus. Voilà. Alors après, le slash, là, éducation slash formation, alors je ne sais pas si vous dites aussi formação, hein, hein, et je suppose que oui, on est très proche, hein, dans nos langues latines, hein, c'est pareil aussi en espagnol, il y a les deux mots. Je pense que les acceptions françaises et portugaises sont relativement proches, mais enfin bon, moi je ne suis pas une spécialiste du tout du portugais, donc…
pourrais pas répondre plus. C'est à moi? Oui. Oui. Je pense qu'on peut encore déborder d'1 ou 2 minutes. Madame Marquez? Non, pas trop? 1 minute alors, nous dit Madame Marquez. Pardon. Nos langues sont proches, nous avons un esprit latin, mais en même temps, comment dire, on trouve des difficultés. Je suis en train de publier au Brésil en ce moment un vocabulaire d'analyse des activités dont j'ai parlé à Carmen. Vous n'imaginez pas les difficultés que nous rencontrons avec 2 mots. Ça va parler à nos auditeurs. Relachao, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, hein. Je crois avoir écrit à ce sujet. Relation. Je voulais distinguer rapport et relation. Je n'ai pas eu moyen de le distinguer. Et je voulais distinguer aussi le moi enfin, je distingue en fait comment dire, le soi, le moi et le je. Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à ce que, comment dire, distinguer le moi et le je. Alors, je ne me souviens plus, hein, ça tournait autour des ou. Et, finalement, on a mis les 2 mots. C'est rigolo. Pour pouvoir dire les choses et puis que chacun… Bon, les questions de vocabulaire sont très liées aux questions de culture. Et pourtant, nous avons des cultures particulièrement proches. Moi, je me sens bien quand je suis au Portugal ou au Brésil. Mais pourtant, il y a une belle différence, la preuve. Alors, la deuxième chose que je voulais dire c'est les changements. C'est quand même frappant que, comment dire, ce qui est posé actuellement comme problème, la manière de résoudre les problèmes jusqu'à présent en éducation, c'était de trouver une technologie, une nouvelle technique, etc. Et on s'aperçoit que, on s'en aperçoit à cet instant même, que comment dire, travailler par correspondance, à la fin, produisait des effets, comment dire, que la réponse technique ne résolvait rien. Et qu'au contraire, il faut trouver des situations pour retrouver ce qui s'établit comme rapport social entre le personnel éducatif et l'apprenant. Donc les changements que nous pouvons attendre ne seront pas du changement technique. Franchement, on s'est quand même habitué aux conférences, et c'est peut-être pas un mal dans l'absolu, hein, mais ça ouvre. On est en train de blesser toute une génération là. Enfin, je fais mon propos est un petit peu politique et exagéré, mais il y a quand même de ça, avec ces réponses technicistes qui ne sont pas des réponses, hein, et qui, à la fin, qui ne pensent pas le problème du rapport à soi. Hein. Donc, on change, c'est sûr, pas forcément Jean-Marie. Dans le sens qu'on attendait. Bon. Je suis désolé, je pense que il me revient d'indiquer que le temps est écoulé. Moi, je voudrais simplement dire merci beaucoup. J'ai été sensible au fait qu'il a été dit que l'éducation des adultes, l'éducation et la formation des adultes est dans le champ, mais que c'est toujours un sujet qui parfois suppose de lutter un peu pour que ça reste présent dans le paysage. Donc, je trouve que c'est très bien qu'il y ait une table ronde sur le sujet et j'ai été content de pouvoir, avec vous, faire en sorte qu'elle arrive. Donc, formidable. Et Madame Marquez et Carmen, alors j'adresse les remerciements, mais c'est d'avoir compagnonné avec vous. Et puis, je pense que les organisateurs vont pouvoir faire la transition et remercier et les participants et les conférenciers. Voilà. Merci. J'ai gardé mes troupeaux de pensée. Merci beaucoup, Jean-Marie, Françoise Laout et Hervé.
C'était super. Mm. Félicitations.